Et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est le premier épisode de la série Relier deux noms. Et oui, je vous emmène avec moi dans une toute nouvelle série de vidéos. Donc il y aura 3 vidéos, je vous expliquerai juste après quelles seront ces 3 vidéos. Donc la première, c'est celle-ci. Et nous allons donc parler de la préposition of qui, dans certains cas de figure, peut aider justement à relier deux noms. Je commence par ce sujet parce que c'est un peu le plus simple, on va dire entre guillemets, à comprendre et à concevoir en tant que francophone, puisque en français notamment, on utilise également la préposition de, donc qui est un équivalent de of si on veut. On pourra également utiliser la préposition a ou o, ça dépendra du mot et surtout du nom qui suit. Mais voilà, ça me paraissait plus simple de commencer par là parce que c'est vraiment la structure syntaxique la plus simple pour relier deux noms en anglais, la plus simple dans le sens qui sera la plus logique pour vous. Donc je préfère commencer par là. Mais vous allez voir dans les autres vidéos, il y aura d'autres façons justement de relier deux noms. Notamment, on va aborder dans la deuxième vidéo ce qu'on appelle le génitif déterminatif. Donc si ce nom sonne chinois pour vous, parce que vous êtes débutant ou alors vous l'avez entendu mais vous n'avez toujours pas compris ce que c'est normal, ne vous en faites pas, je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo, mais grosso modo c'est quand vous avez un nom, juste après l'apostrophe S, quand je dis un nom ça peut être un groupe nominal, hein. Et ensuite vous avez à côté de l'apostrophe S un autre nom justement. Donc l'apostrophe S va servir de lien entre les deux noms, et je m'arrête ici pour ce sujet puisque je l'aborderai dans 15 jours. Et dans la troisième vidéo, nous aborderons ce qu'on appelle les compounds, donc les noms composés, et ou aussi le génitif générique, donc qui s'apparente beaucoup à la façon dont on construit justement un nom composé, mais qui est quand même assez différent parce qu'on peut retrouver la structure apostrophe S également. Donc nous verrons tout ça dans la troisième vidéo. Première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer quand utiliser la préposition of. Parce que oui, il y a des petites particularités, ça va dépendre toujours pareil du contexte, du ou des noms qui vont suivre. Premièrement, on va utiliser la préposition of lorsque le nom après of désigne quelque chose d'inanimé, une notion, quelque chose qui est un peu abstrait, vous voyez, qui n'est pas forcément palpable ou en tout cas qui n'est pas trop relié aux humains, aux animaux. Je dis inanimé, pas non humain, parce qu'il est possible de retrouver des animaux, ce genre de choses. Inanimé, voilà, ça va plutôt s'apparenter à des objets, éventuellement peut-être de la végétation, ce genre de choses. Vous remarquerez même quand vous aurez vu les 3 vidéos, mais surtout la deuxième, mais vous verrez qu'en gros, of prend en charge tout ce que l'apostrophe S ne peut pas prendre en charge, donc tout ce que le génitif déterminatif ne peut pas prendre en charge. Donc souvent, ça sera pris en charge avec of. Après, faites attention, si vous regardez fréquemment des séries, des films ou que vous écoutez des choses très actuelles, c'est vrai que dans le langage courant, le génitif déterminatif, donc l'apostrophe S, peut être utilisé dans des cas de figure où normalement ce n'est pas possible. Donc si vous entendez que je dis quelque chose dans ce sens, je vous dis bon ben là c'est pas possible avec of ou c'est pas possible avec le génitif, surtout. Et que finalement, plus tard, quelques jours plus tard, ou juste avant la vidéo, vous avez entendu ou lu quelque chose qui s'apparentait à ça, c'est normal, c'est parce que, comme toutes les langues, ça évolue, et donc il y a beaucoup de laxisme qui s'installe, c'est-à-dire que, surtout en anglais, c'est une langue qui évolue beaucoup et qui est parlée différemment, limite d'une rue à une autre, hein. En Angleterre, aux États-Unis, voilà, il y a tellement de gens qui la parlent que ce que je vous explique là, c'est les règles de base, comme nous on en a en français aussi, hein. C'est de la grammaire, de la linguistique, donc c'est ce qu'on appelle des faits de langue, c'est des règles normalement tout bon apprenant de la langue devrait savoir pour justement ne pas faire de fautes, mais sachez que les fautes grammaticales font partie intégrante d'une langue vivante et c'est aussi intéressant et aussi de les utiliser quand le contexte bien sûr le permet. C'est-à-dire que là, ce que je vous explique, c'est vrai que ça s'apparente beaucoup plus au cadre scolaire, faut se l'avouer, parce que ce que je vous explique, c'est quelque chose qui va surtout vous servir dans un cadre scolaire, mais j'essaie quand même de vous expliquer en quoi ça peut vous servir aussi dans la vie courante. C'est pour ça que je vous donne des exemples aussi, pour que vous voyez dans quel contexte ça se retrouve. Mais évidemment, quand je dis des noms comme génitif, etc., c'est des choses que vous n'allez pas utiliser dans la vie de tous les jours. Vous n'allez pas expliquer le génitif à n'importe qui comme ça dans la vie de tous les jours. La langue, tout dans la langue a un nom, tout est défini, tout a une signification, et c'est à ça que sert la grammaire, la linguistique, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est parce que des fois, on a besoin de savoir, même des fois quand on n'est plus à l'école, à savoir qu'est-ce que ça signifie ça, à quoi ça sert, comment on s'en sert, etc. Et moi, c'est un sujet qui me fascine. Ça me fait autant m'hérisser le voile que ça me fascine, parce que c'est quelque chose qui finalement est assez logique. C'est vrai que quand on est déjà assez familier avec la langue et qu'on se plonge dans la grammaire et la linguistique, c'est très difficile,
parce que y a des choses qui nous semblent pas tout le temps cohérentes et qu'on comprend plus en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de telle ou telle façon sans se poser la question, soit parce qu'ils sont natifs, soit parce qu'ils sont bilingues depuis longtemps et qu'ils ne sont pas passés par la case grammaire, etc. pour apprendre la langue. Donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, ce que je vous dis là, c'est des règles de base, mais comme dans toutes les langues et comme en français aussi, en anglais, dans la vie de tous les jours, tout le monde fait des fautes grammaticales, c'est normal, ne vous en faites pas. Donc, parenthèse fermée, je parlais donc de la première façon d'utiliser la préposition of. Et du coup, c'est que je vous disais, il faut qu'après le of, du coup, le nom soit quelque chose qui est en rapport avec quelque chose d'abstrait, d'inanimé, notionnel, etc. Donc tout ce qui est notionnel, vous savez, on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est souvent lié aux émotions. Par exemple, ça peut être voilà, l'amour, la tristesse, la sagesse, le courage, etc. C'est ce genre de trucs-là. Donc, par exemple, avec la préposition of, on pourrait très bien dire the walls of the house. The walls of the house, donc les murs de la maison. Là, on ne peut pas utiliser le génitif déterminatif, donc avec l'apostrophe S, parce que, on le verra dans la prochaine vidéo, mais il y a une plus grosse imprégnation de la possession avec l'apostrophe S. Pas toujours. Il faut faire attention avec ce mot possession, posséder, etc. parce que c'est pas tout le temps le cas. Vous le verrez dans les 2 prochaines vidéos. Mais par rapport au off, c'est vrai qu'il y a une empreinte plus forte par rapport à ça. Il y a plus quand même cette relation un petit peu de possession. Et avec off, pas forcément. Bon, avec le génitif déterminatif non plus, mais pas forcément tout le temps. Mais l'imprégnation est plus forte, donc c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner très souvent avec des objets inanimés, parce qu'en soi, une maison ne pourrait pas posséder ses propres murs parce que c'est un objet inanimé. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Après, toujours pareil, c'est pas impossible que vous rencontriez ce genre de phrase avec l'apostrophe S, mais encore une fois, c'est une erreur grammaticale, c'est important de le savoir. Mais c'est possible que ce soit entré dans le langage courant, hein, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, on retrouvera la préposition of pour relier 2 noms, après un adjectif substantivé. Donc les adjectifs substantivés, on en avait déjà vu dans 2 autres vidéos, si je me trompe pas, alors je sais plus trop lesquelles, mais si je m'en souviens, je vous le mettrai dans le petit i ici. Donc un adjectif substantivé, c'est un adjectif qui a pris la fonction d'un nom, la place d'un nom. Vous savez, dans une des vidéos, justement, je vous avais dit c'est le genre de nom et d'adjectif, du coup, qu'on utilise quand on dit, par exemple, the rich, the poor. Vous voyez, normalement, rich, poor, c'est des adjectifs. Mais, dans certains contextes, ils prennent la fonction d'un nom. Ce sont plus des adjectifs, ils sont utilisés comme des noms. C'est pour ça qu'on retrouve de devant. Par contre, ils sont indénombrables. Je vous le rappelle, au cas où vous auriez oublié, comme c'est des adjectifs à la base et que les adjectifs, on ne peut pas les mettre au pluriel, ça, par contre, la règle reste comme ça, même quand ils deviennent des adjectifs substantivés. Donc, jamais de S, même pour parler d'un groupe social ou n'importe quoi d'autre. D'ailleurs, c'est souvent utilisé dans ce cas de figure-là. Donc, par exemple, je pourrais très bien vous dire The biggest worry of the green is global warming. La plus grande inquiétude des écolos, c'est le réchauffement climatique. Alors, green, c'est un mot, voilà, normalement c'est une couleur, donc c'est un adjectif. C'est un nom de couleur, mais c'est souvent un adjectif aussi. Donc c'est le genre de mot, voilà, qu'on peut retrouver. Et comme vous avez vu, j'ai pas mis de S à la fin parce que c'est un adjectif avant tout. Même si là, il est plutôt utilisé comme un nom de couleur, mais donc c'est un peu l'équivalent, voilà, d'un adjectif substantivé. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de S, même si je parle du groupe des écolos, donc le groupe social écolo. Alors dit comme ça, c'est pas toujours c'est pas toujours très positif de dire green, comme nous quand on dit écolo. Souvent, ça a une petite connotation. Alors, j'ai absolument rien contre les écolos, parce que j'en suis une aussi, je l'assume. On retrouvera la préposition of pour relier 2 noms quand le nom du possesseur, donc voilà, je mets ça vraiment entre gros guillemets, est très long. Donc, c'est-à-dire quand ça peut être des fois plusieurs noms à la suite, ça arrive. Enfin, ça peut être quand je dis plusieurs noms, c'est plutôt, ça peut être un groupe nominal assez long. Et c'est souvent le cas quand le nom ou le groupe nominal est suivi d'une proposition relative ou d'un complément introduit par une autre préposition, du coup. Je crois qu'il est attiré par la lumière, mais il va mourir ce moucheron, hein, c'est pas possible. Donc par exemple, avec une proposition relative, ça donnerait I've met the girlfriend of my cousin, who is a very lovely lady. Le who is a very lovely lady, c'est la proposition relative. Proposition relative, c'est ce qui suit un nom et qui va souvent être introduit du coup par un pronom relatif, normal. Donc ça peut être who, ça peut être that, ce genre de choses. Et quand c'est un complément introduit par une autre préposition, ça peut donner des phrases comme The pupils were listening to the instructions of the man with a tie. Donc with, je vous rappelle, c'est une préposition. Donc with a tie, c'est un complément introduit par une préposition. Ça peut être aussi appelé une proposition, un groupe prépositionnel. Voilà, quand c'est introduit par une préposition, ça peut être aussi appelé un groupe prépositionnel
comme, parce que ça va être le noyau en fait de la proposition et du groupe. Comme on dit un groupe nominal, c'est parce que ce qui domine c'est le nom, c'est le noyau du groupe. Quand le nom à droite du génitif évoque une action ou un état, là dans ces cas-là on a le choix. Donc soit on va utiliser justement un génitif, donc avec l'apostrophe S, soit on va utiliser la préposition of. Là il y a des cas de figure comme ça où c'est possible. Évidemment, quand on a le choix comme ça, il faut savoir que l'anglais, ça je vous l'ai déjà dit, mais l'anglais va au plus simple, va au plus rapide, va au moins long. Donc, généralement, quand il y a le choix, justement, c'est pas fréquent que les anglophones utilisent le off. Si, justement, c'est permis, carrément autorisé par la grammaire, et qu'il y a le choix, ils vont plutôt aller vers le génitif déterminatif direct. Parce que c'est plus court, c'est plus direct. C'est beaucoup plus courant et fluent de le dire comme ça. Donc, par exemple, une action avec un génitif déterminatif, ça donnerait the president's arrival. Mais on pourrait très bien dire aussi the arrival of the president. Et vous voyez, c'est plus long. Alors c'est possible quand vous débutez, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on commence par cette vidéo aussi et pas le génitif déterminatif, parce que c'est le plus simple et je préfère y aller progressivement. Mais quand on est débutant, c'est intéressant de savoir que les deux sont possibles. Et vous en avez plein, des cas de figure comme ça où c'est possible, parce qu'un état ou une action, ça regroupe beaucoup de choses. Donc c'est bien de le savoir, comme ça, si au début vous avez du mal à avoir le réflexe d'utiliser le génitif, vous savez que dans ce genre de cas de figure, le off est possible aussi. Ça sera plus long, mais comme ce sera plus logique pour votre cerveau de francophone, ne vous faites pas de soucis. Et si c'est un état, on pourrait très bien dire aussi the prince's death, par exemple, ou the death of the prince. Voilà, c'est vous qui voyez. Deuxième partie de cette vidéo, c'est quand utiliser off ou un génitif / compound. Donc là, dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer dans quel cas de figure on va plutôt justement utiliser off que le reste. Donc premièrement, pour parler d'une partie d'un tout. Vous savez, c'est quand on sélectionne justement une partie d'un ensemble. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Donc je vous ai mis quelques exemples à chaque fois. Donc vous avez par exemple a cup of tea, a pound of cherries. Donc a pound c'est une livre en anglais. Donc nous on pèse pas de cette façon-là, on pèse pas en livres, on pèse plutôt en grammes, en kilos, etc. Donc je vous laisserai aller chercher l'équivalent. Vous pouvez très bien dire aussi a spoonful of sugar. A spoonful ça peut être une cuillère ou une cuillerée. Souvent on va utiliser aussi une cuillerée. Ou a slice of bread, donc une tranche de pain. Tous ces noms-là, c'est hyper utile et on en avait vu quelques-uns, il me semble, quand je vous avais parlé du fait qu'il y avait des noms indénombrables justement, qui avaient besoin de ce type de formulation, donc on appelle des quantifieurs. C'est des formulations, des petits groupes de mots qui vous permettent justement d'extraire quelque chose d'un nom indénombrable. Deuxièmement, on va favoriser le off plutôt que le reste pour parler d'un nom qui sert à localiser. Donc souvent ça va être en haut, en bas, à gauche, à droite, derrière, devant. Ce genre de choses. Donc je ne les ai pas tous mis, mais grosso modo, ça s'apparente beaucoup à ce genre de phrases comme the top of the page, the back of the car, the front of the house, ce genre de choses. Évidemment, vous en avez beaucoup d'autres. Hein. Vous avez bottom en bas, vous avez beginning pour le début, vous avez end pour la fin, vous avez inside pour l'intérieur, outside pour l'extérieur, side pour les côtés, enfin, etc., etc. Ce sont des noms, il faut faire attention parce que vous allez les retrouver, je pense, assez fréquemment aussi, mais ce sont des noms qu'on peut utiliser de cette façon, mais qu'on va aussi retrouver dans des noms composés. Donc là, je vous en donne quelques-uns, histoire de vous mettre un peu la puce à l'oreille pour d'autres vidéos, pour une des vidéos qu'on va faire. Mais par exemple, avec top, vous pouvez très bien voir des mots comme hilltop. Si vous regardez The Walking Dead en VO STFR ou en VO tout court, ou en VO sous-titré anglais, vous savez que, alors en français, il y a un endroit qui s'appelle la colline, et en anglais, ça s'appelle the hilltop. Donc normalement la traduction exacte aurait été le sommet de la colline. Mais la colline ça fonctionne, je pense qu'il fallait trouver un bon équivalent, ça fonctionne aussi. Mais the hilltop, voilà, maintenant vous savez précisément ce que ça veut dire. D'ailleurs c'est logique puisque effectivement dans la série il y a une colline et tout en haut vous avez là où habitent la plupart des habitants. Hein, voilà, vous avez là où il y a le bureau de Grégory, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle The Hilltop, parce que c'est littéralement sur une colline. Et The Hilltop, on précise vraiment que là on parle du haut, du sommet de la colline. Mais pour les noms composés, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire ou sur mes réseaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos grâce à la petite
notifications. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye!